Alors Pierre Ferracci, vous êtes président du groupe Alpha qui compte plusieurs sociétés. La plus importante, je crois, c'est Secafi. Je ne sais pas si c'est la plus importante, mais en tout cas celle dont... Il y en a deux qui comptent, Secafi Voilà. et Sémaphore. Voilà. Avec comme fil rouge de ces sociétés, le conseil auprès des comités d'entreprise, principalement. Alors notre pays connaît quand même une crise économique, mais aussi sociale, marquée par de fortes tensions. Que faut-il faire, Pierre Ferracci, pour que le dialogue social puisse permettre des avancées sociales sans ces tensions, sans ces crispations? Alors, l'originalité du groupe Alpha, c'est que il y a Secafi qui conseille les comités d'entreprise, qui est le premier cabinet de conseil dans ce domaine. Mais le groupe a fêté ses 40 ans récemment. Mais Sémaphore s'occupe des décideurs, publics et privés. Et c'est une façon de donner notre image et notre volonté de développer le dialogue social que de faire quelque chose d'un peu atypique et original. On travaille des deux côtés, avec l'ensemble des parties prenantes. Parfois, ça nous est reproché par une partie du monde syndical, parfois, ça nous est reproché par une partie du monde patronal, mais ça marche. Et c'est la volonté de trouver dans les entreprises un bon équilibre entre les enjeux économiques, les enjeux sociaux et puis maintenant les enjeux environnementaux qui perturbent beaucoup la vie des entreprises et la société et l'économie en général. Donc le fait de travailler avec les mêmes valeurs, les mêmes principes et surtout la même image de ce que doit être l'entreprise, alors l'entreprise au sens large, puisqu'on intervient aussi beaucoup dans le secteur de l'économie sociale, le fait d'avoir cette vision de l'entreprise, ça passe forcément par un dialogue de qualité, mais un dialogue qui sert à quelque chose, c'est-à-dire qui sert à négocier dans l'entreprise ou parfois dans la branche ou au niveau interprofessionnel, et puis qui débouche sur un mot qui est parfois barbare pour certains, mais qu'on aime bien, qui est le compromis, mais des compromis exigeants, équilibrés et éclairés par des consultants de qualité. Et pourtant, donc ça c'est évidemment les bonnes intentions, et pourtant on vient de traverser quand même une période quand même très agitée avec la réforme des retraites. Demain il y a une nouvelle mobilisation interprofessionnelle. Et pourtant on est dans une société qui est très fracturée aujourd'hui, où les problèmes à traiter sont immenses, et donc les points de vue sont parfois très divergents entre les pouvoirs publics et l'État et les organisations syndicales de salariés sur les retraites, même si les organisations patronales étaient plutôt favorables à cette réforme. Entre patronat et syndicats, quand il s'agit, je pense que ça va être traité de partage de la valeur dans les entreprises, de politique salariale. Et puis sur des enjeux environnementaux qui sont en train de fracasser beaucoup de choses, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est qu'il faut protéger la planète, tout le monde en est convaincu. Le pire, c'est que ça fait, si on y prend garde, beaucoup de dégâts. Et je pense que la façon dont la transition écologique est gérée aujourd'hui, au niveau de la planète, et pas simplement en France, développe les inégalités sociales. Et ça, il faut éviter à tout prix que ça soit le cas. Parce que dans ce cas-là, on remettra les gilets jaunes dans la rue, ou les bonnets rouges, et on n'avancera pas aussi vite qu'il le faudrait. Donc il faut trouver un équilibre entre tous ces enjeux. Bien sûr qu'il faut de la compétitivité dans les entreprises, bien sûr qu'il faut que les salariés aient une qualité de vie au travail qui soit la meilleure possible, et bien sûr qu'il faut que la planète soit mieux préservée demain. Donc les entreprises ont un rôle essentiel à jouer, mais ces différents objectifs, ils ne s'articulent pas aussi facilement que ça. Et je pense que le dialogue social aujourd'hui a d'autant plus de pertinence qu'il faut trouver cette articulation et cet équilibre. Le bon rythme, l'industrie automobile est un bon exemple d'un rythme qui n'est pas maîtrisé aujourd'hui. On est tous d'accord pour dire qu'il faut aller vers la voiture électrique, mais à un rythme qui est tellement radical et soutenu que ça ne suit pas. On intervient, nous, par exemple, dans la filière des fonderies. Pour une fonderie sauvée, à laquelle on a participé d'ailleurs du côté de la Bretagne, il y en a 9 ou 10 qui tombent. Et donc il faut gérer cette transition en pensant à l'économie. Ça va être très lourd à financer. Le rapport de Jean Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz le dit bien d'ailleurs, mais il a été écarté un peu brutalement parce qu'il proposait une réforme de la fiscalité qui visiblement en gêne quelques-uns, assez audacieuse, mais à mon avis tout à fait nécessaire. Donc il faut une compétitivité d'entreprise, il faut que les salariés se sentent bien dans la transition et les accompagner lourdement. Il y en a qui vont perdre leur métier, il y en a dont le métier est totalement transformé. Puis en même temps, il faut qu'effectivement les entreprises contribuent, parce que c'est là que ça se joue pour l'essentiel, à une planète plus verte et plus sécure demain pour l'ensemble de ceux qui l'habitent. Parce qu'il y a un terme effectivement qu'on a vu surgir ces toutes dernières années, c'est le terme éco-anxiété dans les entreprises. Il y a beaucoup d'angoisse des salariés, parce que même s'ils partagent l'objectif final, ils voient bien que la transition va être compliquée et qu'il faut qu'ils soient accompagnés, et notamment les catégories les plus modestes ont besoin d'être accompagnés lourdement, à la fois sur un plan financier,
parce qu'on voit bien qu'au-delà de la transition écologique, aujourd'hui, il y a des problèmes d'inflation, de pouvoir d'achat, et puis ça va durer. Je lisais dans le train une interview de Christine Lagarde qui dit que l'inflation est en train de décélérer, mais qu'elle ne va pas disparaître de sitôt. Il y a des taux d'intérêt qui flambent, donc l'accès au logement, aussi bien pour les locataires que pour ceux qui veulent accéder à la propriété, est très compliqué aujourd'hui. Donc il y a plein de problèmes de ce type, et il faut trouver les bons équilibres. Et pour ça, il faut un dialogue social qui soit sans phare et sans tabou, qui permettent à chacun de tout mettre sur la table, mais avec l'objectif que chacun fasse un pas vers l'autre pour trouver ces compromis qu'on évoque, et qui ne sont pas un gros mot. Compromis, ce n'est pas de la compromission. Chacun fait un pas vers l'autre, mais il essaye de trouver le point d'équilibre qui permet à l'entreprise d'avancer et aux salariés de s'y sentir mieux, et à la planète d'être mieux protégée. À bon entendeur, merci beaucoup. D'abord, merci à Dominique pour cette invitation et ce rôle de parrain, très agréable avec cette qualité de débat. Merci à Bruno Dupuis qui nous a mis en contact d'ailleurs. C'est bien de jouer les entremetteurs dans ces cas-là. Moi, je dirais que les deux derniers débats, mais ceux qui ont précédé dans la journée, ont bien illustré ce qu'il faut faire aujourd'hui. D'abord, de la confiance entre les acteurs. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Moi, d'ailleurs, de temps en temps, je conteste même la notion de diagnostic partagé. Il faut essayer de le partager, mais si à l'arrivée, on n'est pas tout à fait d'accord sur la façon de voir les choses dans l'entreprise, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir où on va et comment on fait bouger dans le bon sens l'entreprise. Deuxièmement, il faut que chacun sorte de sa zone de confort. Qu'est-ce que j'entends par là ? Les représentants syndicaux, ils ne sont pas simplement là pour couvrir le social. Il faut qu'ils s'intéressent aussi aux enjeux économiques. Il ne faut pas laisser ça aux représentants des actionnaires. Et les directions ne sont pas simplement des représentants des actionnaires. Elles s'intéressent aussi à la qualité de vie au travail. Il faut sortir. Et puis sur l'environnement, je pense que les deux sont concernés. Il ne faut pas non plus laisser ça aux ONG, quelles que soient leurs compétences en la matière. Donc il faut que chacun sorte de sa zone. Après, bien évidemment, un syndicat est d'abord là pour s'occuper de la qualité de vie au travail des salariés, l'évolution professionnelle, les rémunérations, le sens du travail sur lequel on insiste beaucoup. Mais il faut arrêter avec ces coupures. Et c'est ça aussi qui fait que dans ce beau pays, les choses sont frictionnelles. Et avant de trouver les compromis, on commence par se taper dessus bien souvent. Mais il y a plein d'exemples, on le voit aujourd'hui, qui montrent que ça marche. Quand il y a cette confiance, quand il y a ce dépassement de fonction, où on sort un peu de ce que j'appelle sa zone de confort, mais la zone qu'on identifie comme étant celle d'un DRH ou celle d'un syndicaliste. Et encore une fois, il faut qu'ils s'occupent de tout. Les syndicats, ils sont là aussi pour veiller à ce que la compétitivité de l'entreprise demeure et même s'améliore. Pas au détriment de leur santé, en tout cas que ça progresse. Et les dirigeants, qu'ils soient DRH ou directeurs généraux ou présidents, il faut qu'ils ne s'occupent pas simplement du rendement du capital. Ils vont devoir d'ailleurs expliquer aux actionnaires ce que je disais ce matin, qu'il va baisser le rendement du capital. La transition environnementale va coûter très cher, va mettre un certain nombre d'actifs de l'entreprise au rebut du jour au lendemain. Dans certains secteurs, c'est brutal. Dans d'autres, ça sera peut-être un peu plus progressif. Mais donc voilà, il y a ça. Après, je pense, en écoutant les uns et les autres, on est tous d'accord pour dire qu'il faut que le travail revienne au bon niveau. Et le travail, c'est d'abord ceux qui le font. Donc il y a la question des délégués de proximité qu'on a évoquée, qu'il faut remettre en piste. Et on voit que dans certaines entreprises, c'est déjà fait, malgré des ordonnances qui ont un peu piqué ce qui existait auparavant, plutôt de satisfaisant. Mais le contact avec la base, ça peut être aussi, je cite l'exemple d'un grand groupe de la téléphonie, France Télécom pour ne pas le citer, qui est devenu Orange. Après la vague qui les a touchés il y a quelques années, qui a été assez dramatique, là, avec des dégâts chez les salariés, syndicats et direction se sont mis d'accord, c'est d'ailleurs une mission paritaire, pour tous les 3 ans, faire un gros sondage en direction des salariés, des dizaines de milliers de salariés, avec un taux de... C'est nous qui faisons depuis quelques années cette mission. Et c'est quelque chose, enfin c'est plus qu'un sondage d'ailleurs, c'est vraiment une introspection des âmes et des cœurs et des conditions de travail, de la qualité de vie au travail. Et on fait un travail, on voit bien qu'il sert aux deux parties, aux managers de proximité, aux syndicats, mais surtout aux salariés. Et on les écoute. Et c'est là que je dis, il faut que les syndicats comme les directions n'aient pas peur d'écouter les salariés, y compris de temps en temps en allant jusqu'à des pratiques de référendum. Les problèmes qu'on a dans la démocratie politique aujourd'hui, c'est qu'on a tué le bon côté des institutions de la Ve République sans faire naître quelque chose de plus positif. On a transformé le président de la République en Premier ministre bis, en ministre multicarte et en chef de la majorité. Et on a supprimé le référendum depuis 2005.
depuis que 2 ans plus tard, le Congrès légitime politiquement a désavoué les résultats du référendum. Moi, je pense qu'il faut revenir au référendum sur le plan politique, je vais laisser ça de côté, mais dans l'entreprise, de temps en temps, un référendum, ça peut faire du bien sur les grandes questions, pas tous les matins comme nos amis suisses le font, et un référendum partagé par les 2 parties, avec une réflexion sur le questionnaire, sur la question qu'on pose, ou sur les questions qu'on pose, ça peut compléter le travail des délégués de proximité. Pas pour déresponsabiliser les syndicats et les dirigeants d'entreprise, mais simplement pour de temps en temps, comme c'était fait sur LDLC, là, j'ai bien aimé les rencontres permanentes avec les salariés, mais bon, dans des grandes entreprises, on n'a pas toujours le temps de faire le tour, donc de temps en temps, ce type de consultation, ça peut faire du bien, à condition que les bonnes questions soient posées, là aussi partagées par les 2 parties prenantes, et que les salariés soient entendus. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller chercher leur questionnement ou les réponses qu'ils ont à certains problèmes et puis de ne pas les écouter. Donc il faut beaucoup... Donc c'est pour ça que dialogue social institutionnel pour moi et dialogue qu'on peut appeler professionnel ou de proximité, ça va de pair, ça se complète. Et il ne faut pas avoir peur de la base, que l'on soit syndicaliste ou que l'on soit dirigeant d'entreprise. Parfois c'est un peu décapant. Ce qu'on fait là dans le grand groupe dont je parle, ça interpelle parfois le management et puis ça interpelle aussi les syndicats. Mais ça va, c'est plutôt constructif et puis on progresse tous les 3 ans dans les compréhensions qu'on a dans l'entreprise. Donc voilà, si tous ces facteurs-là sont réunis et si le dialogue... Vous connaissez le sketch de Coluche, hein, nous on a lancé les 40 ans du groupe Alpha en rappelant le sketch de Coluche sur le dialogue social. Camarade balayeur, grâce aux syndicats et par le truchement du dialogue, tu seras l'égal du patron. Dans le dialogue, bien sûr, parce qu'autrement tu seras payé moins et tu balayeras la cour. Tu continueras à balayer la cour. Non, il ne faut pas que le dialogue ce soit ça. Il faut que le dialogue il débouche sur de vraies négociations et sur de vrais compromis. Alors après, les compromis, on sait très bien que ça dépend aussi de la situation de l'entreprise. Il y en a qui sont confortables et puis il y en a d'autres qui sont très tendus, il y en a d'autres qui sont en grosses difficultés et on ne peut pas traiter de la même façon. Et malheureusement, il y a des inégalités qui passent aussi par là, par des situations extrêmement diverses. Mais si on arrive à écouter le terrain, à en faire son miel en termes de responsabilité, avec un rapport de confiance entre les différentes parties, et j'insiste sur le fait que le rapport de confiance, c'est pas on est d'accord sur tout. C'est peut-être qu'on n'est pas d'accord sur tout, on cerne les éléments de divergence et puis on les traite. Et on essaie d'avancer en respectant les 3 enjeux qu'on évoque depuis ce matin. Les enjeux économiques, il faut que l'entreprise soit compétitive et que l'économie globalement le soit. Les enjeux sociaux, il faut qu'on se sente le mieux possible au travail, même si on sait qu'il y a des métiers plus pénibles que d'autres. Puis maintenant, il faut aussi protéger la planète et l'entreprise est un lieu essentiel pour faire tout ça. Et je conclurai en disant que moi, je suis assez partisan. J'ai participé avec d'autres ici, d'ailleurs, dans la salle, au débat du Collège des Bernardins sur ce qu'est l'entreprise. L'entreprise, c'est peut-être le lieu où c'est pas simplement la chose des actionnaires. Les actionnaires, ils apportent des capitaux dans le cadre d'une structure juridique, une SA, une SARL, une coopérative, voilà, c'est les sociétaires. Et les salariés apportent leur force de travail, pour reprendre des termes marxistes. L'entreprise, c'est le lieu où les 2 parties, et puis d'autres parties, doivent s'entendre. Et d'ailleurs, dans le débat du Collège des Bernardins, on réfléchissait sur un statut juridique propre à l'entreprise, à côté de la société, à côté de la structure, qui aide l'entreprise à trouver ses financements, à avoir des fonds propres. Moi, je crois beaucoup à ça. Et donc, l'entreprise, lieu des parties prenantes, ça doit être le lieu du compromis social le plus avancé possible. Et je termine en disant que le compromis, c'est un mot qui n'est pas grossier, qui ne doit pas faire peur. C'est ni le consensus mou, ni la compromission. C'est la façon pour les parties prenantes de s'entendre sur ce qu'il y a de mieux à faire compte tenu des marges de manœuvre qu'a l'entreprise dans son secteur d'activité. Merci beaucoup, Pierre Ferracci. Alors, Pierre Ferracci, vous êtes président du groupe Alpha qui compte plusieurs sociétés. La plus importante, je crois, c'est Secafi. Je ne sais pas si c'est la plus importante, mais en tout cas, celle dont... Il y en a 2 qui comptent, Secafi et Sémaphore. Voilà. Avec comme fil rouge de ces sociétés, le conseil auprès des comités d'entreprise, principalement. Alors, notre pays connaît quand même une crise économique, mais aussi sociale, marquée par de fortes tensions. Que faut-il faire, Pierre Ferracci, pour que le dialogue social puisse permettre des avancées sociales sans ces tensions, sans ces crispations ? Alors, l'originalité du groupe Alpha, c'est que